Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là à la Cité des Sciences pour assister à notre table ronde intitulée « Un nouveau regard sur les troubles psychiques ». Je remercie également nos invités, M. Jean-Pierre Winter, M. Patrick Landman, que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques instants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous présenter la Fondation pour la recherche en psychiatrie et en santé mentale, qui est partenaire de l'exposition Mental Désordre. La Fondation a été créée il y a une dizaine d'années, en 2006, à l'initiative du Centre hospitalier Sainte-Anne, avec les associations de patients en psychiatrie et de leurs familles, l'UNAFAM et la FNAPSI, ce qui était une première pour une fondation dans ce champ. Donc une fondation, vous le savez, elle a pour objet de recueillir des fonds pour financer la recherche en psychiatrie. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez original dans notre fondation, c'est qu'on essaie de travailler de manière transversale, c'est-à-dire en associant les champs de la recherche fondamentale. Alors, disons, pour résumer, pour expliquer un tout petit peu, c'est ce qui ressort de la génétique, disons, dans le champ de la recherche épidémiologique, qui étudie un peu les statistiques de la santé, et dans le champ clinique et social, donc être aussi au plus près du patient et de sa vie dans la société. Par ailleurs, la Fondation a choisi 4 axes de recherche qui portent sur l'émergence des troubles psychiques, sur la question de la violence, la question du travail et de la santé mentale et sur le handicap psychique. Le conseil scientifique regroupe 16 personnalités du monde des sciences physiques. Donc vous allez voir que l'éventail est très large. Donc les sciences physiques, la neurobiologie, l'épidémiologie, la psychiatrie, la psychanalyse et l'anthropologie, afin d'analyser justement les maladies dites psychiatriques dans toute leur complexité et sous tous leurs aspects. La Fondation est placée sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale. Et même si on a toujours travaillé de manière relativement artisanale, on a quand même pu, au fil des ans, grâce à la générosité des donateurs que je remercie ici ce soir, certains sont parmi nous, réunir 1 million d'euros de dons et subventionner avec cela 18 projets de recherche. Ces projets de recherche, il se trouve qu'ils sont répartis dans toute la France, hein, ce n'est pas uniquement Paris, et qu'ils récompensent à parité des hommes et des femmes. Alors c'est peut-être un peu le hasard, mais c'est pour dire aussi qu'on récompense des femmes chercheurs. Pour vous donner un petit peu à comprendre quel type de projets de recherche sont lauréats et subventionnés, eh bien, j'ai choisi de parler d'une part des recherches qui portent sur les troubles psychopathologiques, disons, chez les enfants. Tout d'abord, la recherche du docteur Daniel Rousseau, qui a fait une étude sur le devenir psychopathologique, ce que deviennent des enfants placés en foyer d'accueil avant l'âge de 4 ans à Angers. Je citerai aussi le travail du docteur Anne Thurs, qui a travaillé sur les morts violentes des nourrissons. Et ces 2 lauréats se sont associés pour organiser une conférence au Sénat pour lutter contre les violences faites aux enfants en 2014, conférence qui elle-même a débouché sur une loi votée à l'Assemblée nationale pour le placement d'urgence des jeunes enfants. Donc voilà un exemple qui montre un petit peu à quoi sert le financement de la recherche et comment, à terme, ça peut transformer, améliorer la vie de certaines personnes plus vulnérables, disons. En ce qui concerne les jeunes, parce qu'on sait aussi que l'âge entre 16 et 20 ans sont des moments sensibles, délicats, où peuvent se manifester certains symptômes, certains troubles, eh bien, je vous parlerai de la recherche du docteur Nicolas Ramos et Sébastien Guillaume, qui travaillent tous deux, enfin, Nicolas Ramos à Paris et Sébastien Guillaume à Montpellier, mais ils travaillent tous deux sur l'anorexie mentale. Et avec eux, on a organisé aussi non seulement une conférence sur les troubles alimentaires, mais on a aussi alerté l'opinion publique en lançant une pétition nationale. Voilà, troubles alimentaires si on arrêtait le gâchis. Et enfin, un des axes qui est pour nous tout à fait important à la Fondation, c'est le travail de recherche sur la schizophrénie. Et je citerai les travaux du professeur Jean-Marie Dagnon et Anne Girsch, qui travaillent à Strasbourg. Et donc différents projets. L'un est dédié à la remédiation cognitive, qui vise à la réhabilitation sociale des personnes qui souffrent de schizophrénie. Et le docteur Guiche qui travaille plus sur la question du ressenti de la douleur et les perceptions de soi. Voilà. Alors, nous sommes fiers d'être partenaires de l'exposition Mental Désordre. Et nous remercions ici les organisateurs, les producteurs.
parce que nous partageons une même vocation, mieux faire connaître les troubles psychiques, qui, vous le savez, touchent une personne sur 4 en France, ce qui veut dire qu'au cours de sa vie, soit soi-même, soit dans l'entourage proche ou amical, on va rencontrer quelqu'un qui a des troubles psychiques. Hein. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a tendance à refouler, dont on ne veut pas entendre parler. Donc je trouve que cette exposition, elle lève le voile un petit peu, et d'une manière originale. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais sinon, il faut y courir, parce qu'elle donne à expérimenter ce que c'est que eh bien, des phobies, des moments de tristesse, qu'est-ce que c'est que des symptômes qui relèvent de la psychose. Et ils le font, et cette exposition, elle est faite avec beaucoup de délicatesse, grâce à l'artiste finnoise, dont j'oublie toujours le nom, mais qui a beaucoup de talent justement pour parler de la souffrance psychique. Voilà. Et ce que l'on espère à terme, c'est modifier le comportement de la société à l'égard des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc dans ce cadre, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Winter, psychanalyste et écrivain, président de l'association Le Coup Freudien. Jean-Pierre Winter, vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment Les errants de la chair, sur l'hystérie masculine en 1998, qui a reçu le prix Édipe. Plus récemment, vous avez publié Transmettre ou pas, sur les questions de la transmission inconsciente dans les familles. Et l'année dernière, Peut-on croire à l'amour? Mais je ne vous demande pas la réponse que vous apportez à cette question. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir le docteur Patrick Landman, qui est psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre et juriste, actuel président du mouvement Stop DSM, vous nous en direz un peu plus, et l'auteur de nombreux ouvrages. Récemment, vous avez publié chez Albin Michel « Tous hyperactifs » avec un point d'interrogation, parce que cet ouvrage qui traite du trouble du déficit de l'attention, vous le remettez en question avec des arguments très fort intéressants. Patrick Landman, vous avez la parole. Merci. Je vais prendre le micro peut-être. Oui, bonsoir. Merci Zoé pour votre présentation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, qu'est-ce qui a changé le regard, ou qu'est-ce qui peut changer le regard de la société sur les troubles psychiques ou sur les maladies mentales? Alors, j'ai l'intention de développer 3 points. D'abord, la question du diagnostic, ensuite la question des usagers, et enfin la question des classifications, en particulier d'une classification américaine qui est le DSM. Alors, et puis, en introduction, je dirais, pour montrer à quel point c'est utile ce type de manifestation, je crois que le combat contre la discrimination, dont sont encore souvent victimes les gens qui ont des troubles mentaux, et en particulier des troubles mentaux chroniques, pose vraiment des questions extrêmement difficiles. Il y a 2 façons de lutter contre la discrimination, me semble-t-il. La première façon, c'est de considérer, de communiquer que les maladies mentales sont des maladies comme les autres. Et qu'après tout, ça peut même aller jusqu'à considérer que la maladie mentale relève d'un dysfonctionnement cérébral et que quand on a un dysfonctionnement du cœur, un dysfonctionnement du foie, on n'est pas discriminé. Pourquoi devrions-nous discriminer quelqu'un qui aurait un dysfonctionnement cérébral? Il semble qu'en Angleterre, à plusieurs reprises, on a fait ce type de campagne. On dit par exemple ne pas dire eux et nous, des choses comme ça, avec ce sont des maladies comme les autres, ce sont des gens comme les autres, etc. C'est-à-dire ce que j'appelle mettre l'accent sur la normativité ou la normalité. Et il s'est avéré quand même que ces campagnes ne portent pas souvent leurs fruits, c'est même parfois un fiasco. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. La deuxième orientation par rapport à ces campagnes, c'est, je dirais, la solidarité. Et dire, au fond, les gens qui souffrent de troubles mentaux sont plus vulnérables que les autres. Ils sont souvent désocialisés, ils s'adaptent moins facilement. Donc, il faut une solidarité sociale, il faut une solidarité de la société par rapport à ce type de patients, par rapport à ce type d'handicapés. Bon, je crois qu'on peut allier les deux, mais c'est très difficile parce que finalement, quand on met trop l'accent sur la solidarité,
on finit par finalement en appeler à l'empathie ou à la compassion, ce qui n'est pas toujours de bonne aloi. Et comme je l'ai dit, quand on met l'accent sur la normalité, on met, je dirais, à l'écart tout l'imaginaire qu'il y a sur le mental, tout l'imaginaire qu'il y a sur le psychique, qu'il y a sur la folie. Alors, j'espère que la manifestation là, qui commence saura se dépatouiller en quelque sorte de ces difficultés et permettre une communication éclairée et honnête sur les problèmes qui sont ceux de la maladie mentale et de ceux qui souffrent de troubles psychiques, en particulier de troubles psychiques chroniques. Alors, maintenant, j'en viens plus précisément à mon premier point, le diagnostic. Alors, le diagnostic psychiatrique n'est pas aussi pertinent, ne peut pas être aussi pertinent qu'un diagnostic médical. D'abord parce que bien souvent, dans ma carrière, j'ai entendu des gens me dire qu'ils avaient reçu plusieurs diagnostics. On leur avait d'abord dit qu'ils avaient des phobies sociales, ensuite on leur a dit qu'ils étaient bipolaires, parfois même on leur a dit à la fin qu'ils étaient schizophrènes, ça arrive. Donc c'est bien rare qu'en médecine on dise à quelqu'un bah, vous avez un cancer du poumon, puis après on dit ah ben non, vous avez plutôt une sclérose en plaques, non finalement vous avez une maladie de Parkinson. Je veux dire, il y a des erreurs médicales, mais on peut pas, c'est quand même l'exception. Alors qu'en psychiatrie finalement on désigne pas vraiment quelque chose de repérable comme peut l'être. Pourquoi? Parce que actuellement aucun diagnostic psychiatrique ne peut être fait sur des marqueurs biologiques, sur des examens de sang, sur des examens radiologiques, même les plus poussés. Ça n'existe pas. Actuellement, les seuls éléments qui permettent de faire un diagnostic, ce sont effectivement des éléments cliniques élargis. On peut interroger la parenté, on peut interroger la généalogie, etc., pour voir s'il y a des antécédents. Mais le diagnostic est clinique, ce sont des éléments cliniques. Donc on n'est pas dans un domaine, je dirais, scientifique, et ceux qui prétendent le contraire prennent un peu leur désir pour des réalités et introduisent une sorte de fiction qui est tout à fait dommageable. Donc actuellement, c'est clinique. Donc le diagnostic psychiatrique n'est pas précis. Il ne donne pas une conduite à tenir. On peut soigner des gens qui sont étiquetés schizophrènes de façon très différente, alors qu'en général, il y a un consensus. Alors on essaye de faire des consensus en psychiatrie, mais c'est vraiment, je dirais, aussi difficile que ça. C'est une tour de Babel, parce que regardez ce qui se passe actuellement sur la question de l'autisme est très très significatif. On n'arrive pas véritablement à un consensus comme on peut l'arriver en médecine. Et puis, je dirais, le diagnostic psychiatrique n'offre pas un pronostic. Quand vous dites à quelqu'un, en général, il a telle maladie, on a une idée du pronostic. Pas toujours, mais enfin, on a quand même une idée. En psychiatrie, moi, j'ai vu des gens se rétablir avec des maladies mentales, d'autres ne pas se rétablir. Ça dépend d'énormément de facteurs, d'énormément de paramètres. Donc déjà, une réserve sur la validité scientifique du diagnostic psychiatrique, sur sa validité en général. Le problème, c'est que je vais vous donner un exemple plus, je dirais, issu de ma pratique. Il y a des années de cela, j'étais un jeune praticien, psychiatre, psychanalyste, et je reçois un homme qui vient à ma consultation en libéral et qui commence à me parler de ses difficultés, de ses empêchements, de ses symptômes, tout ça, de tout ce qui ne va pas, ce qui est évidemment le lieu où il devait le faire, et j'éprouve une très forte angoisse en l'écoutant. Je ne comprends pas. Rien dans ses propos ne s'avère menaçant, ni pour lui-même, ni pour moi, et rien dans son histoire qui pourrait faire comme ça une sorte d'écho à des points difficiles de ma propre histoire. Je ne comprends pas. Et puis, je lui propose donc de revenir pour voir, évidemment. Il revient une semaine après, il me dit « Oh, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler ». Et il recommence à me parler de ses difficultés un petit peu différemment. Et je rééprouve absolument la même angoisse. Et je ne comprends toujours pas. Alors, je me dis, je vais en parler. À l'époque, j'étais à la fois en analyse et en contrôle. Il se trouve que ma séance d'analyse précède celle de contrôle, donc j'en parle. Et à ce moment-là, au moment où je commence à parler de ce patient, de ce que j'ai vécu avec ce patient, je me rends compte que je fais le diagnostic de psychose. Or, cette patient ne présentait aucun signe apparent de psychose. Il n'était pas halluciné, il n'était pas dissocié, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais rien ne devait, en priori, être observable comme des éléments de psychose. Et pourtant, je fais ce diagnostic, et malheureusement,
l'avenir m'a donné raison. Ce patient s'est avéré effectivement avoir des crises tout à fait en rapport avec une structuration psychique de psychose. Donc, et une fois que j'ai fait le diagnostic, mon angoisse tombe. Je ne suis plus angoissé, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler de ce patient, et il s'est avéré pour l'écouter, etc. À ce moment-là, mon analyste, qui était un fin clinicien, me dit: oui, bah c'est très bien, Landman, vous avez fait un diagnostic, c'est toujours un discours de maîtrise, vous étiez trop angoissé, etc. Il a fait un diagnostic de psychose, mais maintenant, le problème, n'en faites pas un psychotique. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que le diagnostic, si ça permet de repérer quelque chose et de travailler avec les gens un peu autrement, de ce qu'on appelle le transfert ou l'alliance thérapeutique qui se passe différemment selon la structure psychique, selon la personne qu'on a en face de soi, c'est très bien. Mais si c'est un label qu'on met sur l'être de quelqu'un, à ce moment-là, on passe dans quelque chose qui ne va plus du tout et qui effectivement est de l'ordre de la discrimination, de la distance, et qui est un problème véritable. Et souvent, malheureusement, en psychiatrie, c'est ce type d'utilisation, ce type de diagnostic qui accourt, parce que la clinique psychiatrique fait référence, qu'elle le veuille ou non, à un mythe qui est l'homme normal. Et que donc cet homme normal qui n'existe pas, qui par ailleurs change selon les cultures, selon les périodes historiques, mais il y a cette référence non pas au désir du patient, non pas à ses objectifs, non pas à ce qu'il veut faire, à ce qu'il n'arrive pas à faire, mais à une norme. Et donc c'est un problème. Alors, le diagnostic psychiatrique, je l'ai dit, donc à condition de ne pas ontologiser. On ne peut pas être totalement pour, mais on ne peut pas être totalement contre si c'est un repère pour le clinicien et pour aider les gens, pour mieux les aider. Par ailleurs, quand j'étais, encore une fois, quand j'étais jeune, on ne donnait pas de diagnostic. Pourquoi on ne donnait pas de diagnostic? Parce qu'évidemment, c'était discriminant, parce que l'annonce était très pénible et qu'on ne pouvait pas, et qu'en plus, on avait l'idée que c'était un peu insultant que de dire à quelqu'un: vous êtes schizophrène, vous êtes paranoïaque, ou je ne sais quoi. Le problème a beaucoup changé. Le diagnostic psychiatrique, à l'heure actuelle, il est réclamé. Il est réclamé pour des tas de raisons, des bonnes et des mauvaises. Il est réclamé parce que les gens ont l'impression que si on ne donne pas de diagnostic, on est incompétent. Par ailleurs, il est réclamé aussi parce qu'il permet éventuellement d'avoir, et ça peut être juste, accès à des droits. Ça, c'est très important. Moi, quand je remplis un certificat médical, ou quand je remplis, je dirais, un certificat pour la maison des personnes handicapées, je sais que ça peut aboutir, si c'est accepté, à une ouverture de droit. Et encore une fois, c'est justifié que les gens qui sont handicapés ou qui ont des enfants handicapés soient aidés par la société. Ça s'appelle la solidarité. Moi, je suis pour. Le problème, évidemment, c'est que ça peut donner lieu à des abus, à des effets pervers, comme on dit, mais ça, mais c'est vrai que le diagnostic peut être réclamé pour cette raison-là. Et il a par ailleurs, je dirais, changé aussi dans la mesure où il est, je dirais, plus facile, et je reviendrai à mon troisième point, qui est quand je serai à mon troisième point, j'en parlerai. Il est plus facile de dire que je suis bipolaire, que de dire j'ai une psychose maniaco-dépressive. Il est plus facile de dire j'ai des TOC que de dire j'ai une névrose obsessionnelle. Donc le langage a changé, et du coup, c'est plus facile, un tag, un TOC, etc. C'est plus up-to-date que ce qui était l'ancien langage clinique, en particulier utilisé par les freudiens, qui est le langage qui a l'air comme ça, qui pour moi est très important encore, je le précise, mais qui a l'air un peu has-been par rapport à cette nouvelle langue, à ce nouveau langage dont je parlais. Alors, le diagnostic, donc ouverture de droit, le diagnostic plus démocratique, plus populaire, et puis surtout on peut faire de l'autodiagnostic. Moi j'ai des tas de gens qui viennent me voir en me disant ils ont fait un autodiagnostic, ils sont allés sur Internet et ils ont vu un certain nombre de symptômes et ils se sont dit je suis ceci. Et puis vous savez que le diagnostic, ça permet d'entrer aussi dans des forums. Ça permet d'entrer sur Internet, ça permet d'entrer dans des clubs de gens qui souffrent de TOC, qui souffrent de TAG, qui souffrent de bipolarité, et ça crée un lien social. Ça peut même permettre une organisation, d'entrer dans une organisation d'usagers, etc. Donc ça a une utilité, une multi-utilité, je dirais, ce diagnostic psychiatrique. Ça a beaucoup changé, et donc il faut s'adapter à ces changements, qui sont des changements culturels, et qui sont, à mon avis, pas que défavorables, bien au contraire.
Alors, le deuxième point, après le diagnostic, qui a changé le regard sur la maladie mentale, sur la maladie, sur les troubles psychiques. D'ailleurs, il y a un jeu de mots, parce que désordre, à mon avis, c'est une façon humoristique de traduire le terme anglais de disorder, qui évidemment se traduit par trouble. Et c'est pas le disorder, c'est pas un désordre, c'est un trouble. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir parlé de désordre. Parce que, alors, le deuxième point est très important. Ce sont les associations d'usagers. Vous faisiez un petit peu allusion à ça. Ça, c'est très bien que les usagers, c'est-à-dire les gens qui ont souffert, soit d'eux-mêmes, soit par leurs enfants, enfin leurs proches, de troubles psychiatriques, s'organisent, ils ont leur mot à dire, et ils ont ce qu'on appelle une expertise d'expérience. Et cette expertise d'expérience, elle doit collaborer, elle doit être intégrée. Et d'ailleurs, en Angleterre, le Royal College of Psychiatrists, qui est effectivement l'équivalent de l'association de tous les psychiatres anglais, ne prend plus aucune décision sans avoir au préalable, je dirais, consulté et demandé l'avis d'un certain nombre d'associations d'usagers qui sont représentatives. Donc, les associations d'usagers, c'est très bien. Ça permet effectivement... D'abord, ça permet une insertion sociale, souvent, d'un certain nombre de gens. Ça permet à ceux qui ont une expertise d'expérience d'aider ceux qui sont en plein dans la, je dirais, dans les troubles, qui sont en plein dans la maladie, leur dire voilà comment moi je m'en suis sorti. Et souvent, c'est plus facile d'entendre l'expérience de quelqu'un que d'entendre l'expérience clinique de quelqu'un qui est en blouse blanche et qui est à distance. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y ait une contradiction. On peut collaborer. Je sais qu'on peut collaborer avec les associations d'usagers, mais c'est vrai qu'ils ont une expertise d'expérience qui n'est pas la même que l'expertise, je dirais, clinique ou l'expertise scientifique des psychiatres, des psychologues cliniciens ou de tous les gens qui travaillent dans le champ de la, je dirais, de la psychiatrie. Alors, ces associations d'usagers, je dirais, parfois, malheureusement, sont dans un activisme médical qui est très compliqué. Et si il est logique de lutter contre la sous-citoyenneté de certains malades mentaux chroniques, quand je dis sous-citoyenneté, je veux dire très précisément, les malades mentaux chroniques n'ont pas les mêmes droits que les citoyens lambda. Pourquoi ? Concernant la parentalité, on leur confie moins souvent les enfants, alors que moi je dis qu'on peut avoir une maladie mentale chronique et être un très bon parent. Et on leur confie, de fait, on leur confie moins les enfants, donc ils sont défavorisés dans la parentalité. Ils sont défavorisés également quand ils portent plainte. Alors il arrive qu'ils portent plainte parce qu'ils ont un délire, mais il arrive qu'ils aient le droit de porter plainte parce qu'ils subissent un dommage. Donc là aussi, leurs plaintes sont moins suivis, il y a des statistiques très précises, sont moins suivis, sont moins, je dirais, prises en considération par les autorités judiciaires et les autorités policières qu'à partir du moment où on a une maladie chronique, maladie mentale chronique. Par ailleurs, il y a des pays où on ne peut pas entrer si on a une maladie mentale chronique ou un enfant autiste ou un enfant handicapé mental. Donc il y a des discriminations, il y en a d'autres. Donc il est tout à fait logique qu'on lutte contre ces discriminations, parce que c'est... Et puis il y a, je dirais, la grande discrimination, enfin idéologie de discrimination, qui est la question de la sécurité. C'est-à-dire que la maladie mentale est associée à violence, est associée à insécurité, ce qui est évidemment un abus. Parce que je signale une chose, c'est s'il arrive effectivement que certains malades mentaux s'avèrent être violents, et en particulier ceux qui ne sont pas suivis et ceux qui ne sont pas dépistés. C'est vrai aussi pour certains autres, c'est indiscutable. Mais c'est une grande minorité. La immense majorité des malades mentaux n'a pas cette violence qu'on leur prête. Et assimiler maladie mentale avec violence, c'est un choix idéologique. Mais moi, je ne peux pas adhérer à ça, et c'est absolument pas avéré sur le plan scientifique. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les malades mentaux eux-mêmes subissent beaucoup de violences. C'est-à-dire que comme ils sont vulnérables, ils subissent beaucoup plus des violences que le moyenne de la population. Donc la violence, il faut aussi l'avoir de ce côté-là. Et c'est effectivement de ce point de vue-là que les associations d'usagers jouent un rôle très positif. Mais encore une fois, il y a des limites. Et actuellement, on a un certain nombre d'associations d'usagers qui sont dans un activisme politique, un activisme médical qui, à mon avis, essaye d'obtenir par un lobbying ce que la science ne leur donne pas, ce que la science ne peut pas leur donner. Ils essayent de l'obtenir par des lois, par un lobbying. Donc ça, c'est un véritable problème. Alors, s'il me reste encore quelques minutes, j'en viens donc à mon troisième point, celui qui me tient à cœur, puisque, comme l'a expliqué
Zoé Locac, je suis président de Stop DSM. Le regard sur la maladie mentale a aussi changé à partir des années 80. Pourquoi? Parce que les années 80, c'est la 3e édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Je traduis en français, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et c'est à partir des années 80, cette version 3 a abandonné toute référence à la clinique psychiatrique traditionnelle ou presque, et surtout à la psychanalyse, à la psychopathologie. On s'est contenté de décrire des comportements observables. Alors tout ce qui est observable a l'air plus scientifique que ce qui n'est pas observable. Alors c'est vrai qu'il y avait des raisons à cela. En particulier, quand vous montriez un patient à plusieurs psychiatres ou à plusieurs psychologues cliniciens, ils avaient tous un diagnostic différent. Or, si on veut expérimenter des médicaments ou si on veut parler d'épidémiologie, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils ont essayé de rendre les choses, le diagnostic plus fiable. Parce que le diagnostic, il doit être fiable, il doit être valide, il doit être éventuellement utile, et je dirais, il doit surtout avoir une certaine sensibilité, c'est-à-dire faire la différence entre plusieurs troubles. Or, malheureusement, il s'avère avec le temps que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette recherche de fiabilité, cette recherche d'utilité, cette recherche de validité a abouti à quelque chose qui s'appelle un surdiagnostic, c'est-à-dire que tous les comportements maintenant sont diagnostiqués. Je vous donne un exemple. Le deuil, vous perdez un être cher au bout de 15 jours. Si vous êtes toujours triste, si vous êtes toujours ralenti sur le plan psychomoteur, si vous êtes toujours insomniaque, anxieux, si vous n'avez plus envie d'aller au travail, vous n'êtes plus considéré comme endeuillé, vous êtes considéré par la version 5 du DSM, vous êtes considéré comme déprimé, donc passible éventuellement d'un traitement antidépresseur. Et il y a de plus en plus de troubles. J'étais l'autre jour dans le RER, j'allais à Charles de Gaulle et il était 3 heures de l'après-midi, c'était tranquille et tout le monde avait un smartphone, tout le monde avait un appareil comme ça, pianotait ou écoutait de la musique. Et je me disais, est-ce que ces gens savent que dans le DSM-6, ils vont probablement avoir un trouble mental qui s'appellera l'addiction au smartphone, l'addiction, etc. Il y a déjà l'addiction Internet. Et comme je disais en rigolant dans une radio qui m'avait interviewé, le 12 mai 2013, la version 5 du DSM est parue. Et avec le décalage horaire, on dirait le 13 mai, 800 000 Français se sont réveillés avec un trouble mental qu'ils n'avaient pas la veille. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir qu'avec les troubles psychiques, c'est tout le monde. Vous donniez une statistique, elle est probablement plausible, mais sinon, c'est un enjeu fondamental parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux généralisé, si on dit c'est quelqu'un qui a une angoisse terrible, qui est vraiment, je dirais, invalidante, permanente, sans justification évidente, et pendant 6 mois, on va avoir, dans ce cadre-là, on va inclure, par exemple, un exemple, 300 000 Français, 300 000 gens qui vivent en France. Si on dit c'est pas 6 mois, mais c'est 3 mois, il n'y a aucune raison scientifique de dire ça. Simplement un consensus entre cliniciens. On ne va pas avoir 300 000, mais on risque d'avoir 1 million de personnes qui souffrent de TAC. Et alors, du coup, on va demander des crédits. On va dire que c'est un problème de... Alors, les médias vont s'y mettre. On va dire que c'est un problème, je dirais, de santé publique. Donc, du coup, on voit là des fausses épidémies apparaître qui sont parce qu'on baisse le seuil d'inclusion d'un certain nombre, on baisse les critères et du coup, il y a de plus en plus de gens. Et c'est ce qui se passe pour l'autisme, où on a redéfini de façon purement comportementale l'autisme et on a inclus de plus en plus de gens. Alors le diagnostic, du coup, ça donne des effets étonnants parce que, par exemple, ils ont voulu, les gens qui ont fabriqué le DSM-5, la version 5, ils ont voulu supprimer ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, qui sont en gros, pour aller vite, des autistes de haut niveau. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, pensez. Et ben, il y a eu un lobbying massif des gens qui avaient un asperger ou qui avaient des gens aspergés dans leur... Voilà, parce que ça donne lieu à des droits, ça donne lieu à des compensations, etc. Donc, quand on ne rentre pas dans les critères de diagnostic, et ben, on risque de perdre un certain nombre de choses. Alors, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut revenir non plus à la période, je dirais, avant DSM, mais il faut modérer par des critères cliniques, par de l'expérience clinique, et que bien des diagnostics, je les rectifie
parce que c'est des diagnostics DSM, c'est des diagnostics purement comportementaux, et ils n'ont pas de validité véritable, parce que, par exemple, la dépression, l'état dépressif, c'est pas la même chose que le deuil, et c'est vraiment incroyable. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ce type de, je dirais, d'épidémie, ce type je dirais, d'inclusion de plus en plus grande de gens dans les troubles mentaux, c'est évidemment l'influence de l'industrie pharmaceutique, c'est indiscutable, qui essaye de plus en plus, et c'est normal, c'est leur rôle, de vendre leurs produits, surtout aux États-Unis où ils peuvent faire de la publicité directe. Il y a un mot en anglais qui est « sell the pill, you sell the pill ». Vendez la maladie, vous vendez la pilule. Et actuellement, il y a une maladie qui fait fureur, une nouvelle maladie qui fait fureur, qui est le BED, qui ne veut pas dire le lit, qui est le Binge Eating Disorder, et qui veut dire des gens qui sont gloutons, c'est-à-dire des gens qui mangent trop de temps en temps, plusieurs fois par mois. C'est plus de la gloutonnerie, ça s'appelle un trouble mental. Je pourrais prendre d'autres exemples. Quelqu'un qui oublie ses clés, qui a soit plus de 65 ans, je suis concerné, qui oublie ses clés, qui oublie un certain nombre de choses. Il n'est pas simplement distrait ou il n'est pas tout simplement parce qu'il a vieilli. C'est un trouble cognitif mineur. Donc vous voyez qu'on arrive comme ça à désigner de plus en plus de comportements humains et d'excès qui font partie de la vie avec des termes psychiatriques, avec évidemment des conséquences très importantes. Donc revenir... Alors, du coup, on peut dire, du coup, tout le monde est malade, donc on n'est plus discriminé, c'est très bien. Peut-être, mais c'est pas ce qu'on constate. On constate pas cela. On constate que la discrimination ne se résorbe pas uniquement en mettant tout le monde dans le même sac, bien au contraire. Donc c'est un phénomène complexe, hors de contrôle aux États-Unis, puisqu'actuellement, il y a par exemple pour le trouble de l'attention. Alors, il faudrait en parler du trouble de l'attention, mais je n'ai pas le temps. Le trouble de l'attention, il y a dans certains États américains, en particulier au Kentucky, je ne sais pas pourquoi, au Kentucky, il ne fait pas bon d'être un garçon et d'avoir entre 7 et 17 ans. Parce que vous entendez bien, 20% d'enfants entre 7 et 17 ans qui sont étiquetés troubles de l'attention et qui sont évidemment, parmi lesquels il y a une bonne 30 ou 35% qui reçoivent le méthylphénidate, pour ne pas citer les marques pharmaceutiques qui reçoivent donc un médicament. Donc revenir à un certain bon sens, revenir à un certain nombre de critères cliniques, sans revenir à la psychiatrie de grand-papa, mais rester quand même sur Terre. Et ce qui se fait aujourd'hui et qui va continuer fait partie, à mon avis, de ce qui est à soutenir. Et je suis très content d'avoir été invité. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Jean-Pierre Winter, juste quand vous parliez de la question du diagnostic et de ces réunions de patients, de psychiatres, j'ai pensé à la Corée du Sud. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En Corée du Sud, il y a eu comme ça une association de psychiatres, de patients et puis de personnes de la société civile qui se sont réunis pendant un an pour mettre de côté le diagnostic de schizophrénie, qui maintenant a été totalement éradiqué. Et en Corée du Sud, on souffre de troubles de l'harmonie. Parce que les personnes ne voulaient pas, et je peux les comprendre, être nommées comme schizophrènes. Alors évidemment, on pense évidemment à la Corée coupée en deux, qui rejette le terme de schizophrénie, mais j'ai pensé à ça. Oui, moi je ne suis pas opposé à ce qu'on change les appellations. Ça ne me gêne pas, ça dépend ce qu'on appelle. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'appellations qui sont connotées discriminantes ou qui sont connotées injurieuses, et pourquoi pas les changer. Maintenant, il ne faut pas les changer pour les changer, il faut les changer si ça a un sens. Moi, je ne suis pas opposé à cela. Je trouve que, comme dirait l'autre, la schizophrénie, c'est un diagnostic incertain. Enfin, c'est quand même un repérage. C'est une voie finale commune, finalement, d'un certain nombre de gens qui ont toutes des histoires différentes, mais qui aboutissent à un certain nombre de phénoménologiquement qui s'avèrent avoir un certain nombre je dirais, de points communs. Mais je ne suis pas opposé au fait qu'on change les diagnostics, après tout, les mots, les appellations. Ce qui compte, c'est la façon dont l'utilisation qu'on en fait et ce qu'on met à l'intérieur de ces diagnostics, qui me paraît très important. Voilà, maintenant, si les mots psychose, effectivement, est mal vu, pourquoi pas en changer? Et après tout, ça peut être une façon, comme une autre, de lutter contre la discrimination. Merci. Jean-Pierre Winter.
Je vais rebondir à partir de ce que vient de dire Patrick Landman sur les termes employés et sur l'attachement qu'on peut avoir pour un certain usage du vocabulaire qui a fait florès pendant longtemps, qu'il s'agisse effectivement de la psychose, de la névrose. On parle moins en psychiatrie de la perversion, mais il faudrait en parler un peu plus. Surtout que c'est quand même l'actualité, donc il ne faut pas s'en priver. Il n'y a pas de raison effectivement de fétichiser le vocabulaire psychiatrique. Donc c'est pas mon inquiétude, si inquiétude il y a, serait pas de ce côté-là. Elle serait du côté des raisons pour lesquelles certaines personnes proposent de changer le vocabulaire. C'est-à-dire, je m'en fous que ça s'appelle psychose ou hystérie. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a des gens qui se mettent dans la tête d'appeler ça autrement. Et où est-ce qu'ils veulent en venir quand ils proposent ça? Pourquoi eux ont cette espèce de volonté de rénover les choses? Alors, il y a les raisons dites à l'instant par Patrick Landman, mais je soupçonne qu'il peut y en avoir d'autres parce que je pense que la question de la maladie mentale, c'est une question éthique. Ça relève les choix qu'on fait de telle ou telle thérapie, de l'abandon de telle forme de thérapie pour en y substituer telle autre forme, de telle ou telle recherche. C'est éthique, et pas seulement éthique. Je vais m'expliquer tout à l'heure sur ce que j'appelle éthique. C'est pas seulement éthique, c'est aussi politique. La question, alors tout à l'heure, Patrick a bien développé, je trouvais la différence qu'il y a entre un diagnostic psychiatrique et un diagnostic somatique, médical. Mais je voudrais ajouter à ce qu'il a dit que, en dehors ou au-delà du fait qu'il n'y a pas de diagnostic psychiatrique qui relève de la science, qui soit scientifique, il y a en plus un continuum, une association entre le diagnostic psychiatrique, la façon dont il est formulé, la façon dont il est invoqué, et l'état général de la société, l'état général politique et les enjeux politiques d'une société au sens très très large. Par exemple, une société libérale ne se comporte pas de la même façon du point de vue de la relation psychiatrique, de la relation à la maladie mentale, qu'une dictature comme pouvait l'être, par exemple, celle des pays de l'Est jusque dans les années 80. Donc, personnellement, je me suis convaincu du fait qu'il y a une dimension politique dans le traitement et dans la réflexion sur la maladie mentale. D'abord parce que je suis d'une génération qui a connu l'antipsychiatrie, les travaux de Michel Foucault, les travaux du CERFI, de Deleuze, Guattari, etc., qui menaient une réflexion très avancée, très profonde et révoltée contre l'État et la façon dont étaient stigmatisés les malades mentaux à l'époque. Et puis, disons, le point de bascule a été pour moi quelque chose que sans doute la plupart d'entre vous connaissent bien, qui est le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, où, en le regardant, le re-regardant, je me suis rendu compte de ce que signifiait le fait que un certain abord de la maladie mentale était avant tout, j'exagère peut-être un peu, mais était en tout cas lié à une certaine donne politique, à une certaine volonté politique. Et alors du coup, il n'est pas étonnant qu'il y ait une histoire de la folie, comme disait Michel Foucault, comme il y a une histoire des diagnostics, comme il y a une histoire de la psychiatrie qui accompagne l'histoire de la folie, et que donc effectivement les noms changent, mais pas toujours dans un volontarisme comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, on ne parle plus des sorcières à partir du moment où on parle des hystériques. Donc il y a bien eu un changement, à supposer que ça soit exactement, ça recouvre la même réalité psychique, mais ça se fait au cours de l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est permanent, car il y a ce qui bouge et puis il y a ce qui est
qui relève d'une certaine permanence. Ce qui est permanent, c'est que la conviction du psychiatre, au sens large, j'inclus pour l'instant dans la psychiatrie les psychothérapies, la psychanalyse et toutes les formes de traitement de la maladie mentale. La conviction du psychiatre quant à ce que c'est que la maladie mentale, quant à ses causes prouvées et à ses causes prouvables et à ses causes improuvables, la conviction du psychiatre fait partie de la maladie mentale globalement. C'est ainsi, par exemple, je m'en explique très rapidement, c'est ainsi que, par exemple, des hystériques comme pouvait en présenter Charcot de son temps, avec la conviction qui était la sienne et la recherche qui était la sienne, eh bien, on n'en rencontre plus. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne pense l'hystérie comme la pensait Charcot. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Freud. Et à partir du moment où il y a eu Freud, entre autres, mais enfin, il y a eu Freud, à partir du moment où il est là, avec son hypothèse de l'inconscient, les modalités mêmes de présentation de l'hystérie changent. Et l'hystérique n'est plus reconnaissable sous les traits où on reconnaissait les transformations, le spectacle de l'hystérie au XIXe siècle, comme vous le savez. Et les choses continuent à évoluer, puisque, par exemple, aujourd'hui, le seul fait, par exemple, que les psychiatres, les chercheurs, se divisent en chercheurs universitaires et en chercheurs cliniciens, et que les chercheurs universitaires pèsent de tout leur poids sur les diagnostics, sans même quelquefois avoir véritablement rencontré des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Le seul fait de cela fait que, par exemple, il suffit qu'on sache qu'un certain nombre de laboratoires, pharmaceutiques ou pas, travaillent sur les causes génétiques ou physiologiques de la schizophrénie pour qu'on croie qu'il y a des causes génétiques et des causes physiologiques. C'est-à-dire que le seul fait de chercher quelque chose tendrait à prouver, bizarrement, et donc antiscientifiquement, le seul fait qu'on le cherche tendrait à prouver que ça existe. Du coup, effectivement, quand les gens viennent nous voir, ou viennent voir des psychiatres, ils savent ça. C'est-à-dire qu'ils savent l'état de conviction dans lequel on est. Ça se repère très très vite, mais c'est tout, ça fait partie d'un ensemble social tout à fait important. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que, quand je parlais d'éthique, je voulais dire, qu'est-ce que je veux dire par éthique? Non pas ce qui relève de la morale, mais ce qui relève de, je dirais, et c'est peut-être une grande nouveauté dans la façon d'aborder aujourd'hui les troubles mentaux, ce qui relève du fait que si je suis atteint de troubles qui me font souffrir, car au fond, la question ne se pose que parce qu'il y a de la souffrance. Et à partir du moment où c'est étendu au-delà de la souffrance, c'est là qu'on voit justement l'empire politique. C'est-à-dire à partir du moment où on décrète que quelqu'un est en état de souffrance, au bout de, par exemple, 16e jour de deuil, il souffre, alors qu'il est en deuil, et que la souffrance, c'est une affaire très compliquée en matière de deuil. Donc, à partir du moment où on pose les problèmes de cette façon-là, on laisse complètement de côté le fait que si, par exemple, je me reconnais dans l'étiquette de bipolaire ou dans l'étiquette d'hystérique, si elle existait encore, mais elle est balayée. La question éthique sera celle de savoir comment je vais faire pour être normal dans mon hystérie ou normal dans ma psychose maniaco-dépressive, dite aujourd'hui bipolaire. C'est-à-dire comment je vais faire pour appréhender le monde à partir de ce que je suis et appréhender le monde, c'est-à-dire à partir de mon fonctionnement mental. Et appréhender le monde, ça veut dire qu'est-ce qui m'est autorisé, qu'est-ce que je peux m'autoriser et qu'est-ce que je dois m'interdire absolument à partir du moment où, par exemple, prenons cet exemple parce qu'il est aujourd'hui très important, à partir du moment où je suis reconnu comme mélancolique, par exemple. Si je suis mélancolique, il y a des choses que, sans que personne ne me commande, il y a des choses que je vais m'interdire. Mais il y a des choses que je vais m'interdire, mais dont il n'est pas nécessaire que je me les interdise, parce que, en étant mélancolique, je pourrais les faire quand même. Et donc le traitement va consister non pas à faire que le mélancolique cesse définitivement d'être mélancolique,
Ce serait très, très prétentieux de proposer ça à quelqu'un qui viendrait nous voir dans ce but, mais de lui permettre de vivre le monde à partir de la conception que son désordre mental lui a insufflé. Je dis, il y a un problème de choix pour le psychiatre à partir de ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où le problème est reconnu comme éthique, il y a un problème de choix. Qu'est-ce qui crée le désordre? Alors tout à l'heure, Patrick Landman disait, le DSM-5, ou les DSM précédents, sont fondés sur l'observation. Et donc le but, c'est de faire que tout le monde ait un manuel dans lequel, quand on aura coché un certain nombre de cases, on aboutisse, idéalement, disons, tous au même diagnostic. Sauf que l'observation, ça s'interprète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation objective. Et je vais vous montrer, j'avais préparé ça pour ce soir, un petit exemple de la différence d'appréciation qui peut naître à partir d'une observation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1911. Je l'extrais d'une lettre d'un disciple de Freud, Karl Abraham, à Freud. Il a assisté à une conférence d'un psychiatre très opposé à la psychanalyse, donc déjà en 1911. La psychanalyse a à peine 10 ans, 12 ans. Il est déjà totalement contre. Et alors, Karl Abraham écrit à Freud, pour terminer, encore une scénette satirique tirée de la clinique de Zien. Zien, c'est le psychiatre en question. Présentation d'une névrose obsessionnelle. Le patient a l'idée obsessionnelle que, dans la rue, il doit mettre la main sous les jupes des femmes. Pourquoi vous riez? On parle de ça tous les jours dans la presse. Zien s'adresse à l'auditoire. Messieurs, nous devons soigneusement examiner s'il s'agit ici d'une idée obsessionnelle sexuelle. Je vais demander au patient s'il éprouve également cette impulsion en présence de femmes d'un certain âge. Le patient interrogé. Hélas, professeur, même avec mes propres mères et sœurs. Là-dessus, Zien se tourne vers son public et dit « Vous voyez, messieurs, qu'il ne peut y avoir ici absolument rien de sexuel en jeu. » À l'assistant, mettez au procès-verbal, le patient souffre d'une idée obsessionnelle, non pas sexuelle, mais absurde. Alors, c'est juste que son référentiel est très différent, sans entrer dans la recherche de sa pathologie personnelle. Mais ça veut dire quoi? Et qui nous intéresse pour l'évolution à venir du regard sur les désordres, les prétendus désordres mentaux. Ça veut dire que ce qui, aujourd'hui, a tendance à être un petit peu mis sous le tapis, c'est le fait que la clinique psychiatrique, et c'est bien la raison pour laquelle elle est différente de la clinique somatique, la clinique psychiatrique est toujours une clinique de l'autre. Et l'autre, en l'occurrence, c'est le psychiatre. C'est-à-dire que c'est ce que lui pense, ce que lui désire, ce que lui sait. Quand je dis lui, c'est lui et tous ses copains, tous ceux qui travaillent avec lui, contre lui, malgré lui, etc. C'est lui qui est au centre même de l'organisation du désordre. Il y est pour rien, je ne suis pas en train de l'accuser. Je dis simplement ne pas tenir compte du fait que la clinique psychiatrique, et plus encore la clinique psychanalytique, dont je n'ai pas encore parlé, est une clinique de l'autre, c'est évidemment faire croire qu'on pourra à la fin, in fine, objectiver ce qu'est un désordre mental sans tenir compte du fait qu'un sujet est pris dans un discours et que ce discours, c'est celui-là même de la société scientifique dans laquelle il vit et de la société politique dans laquelle il évolue. Donc ça, c'est un point qui me paraît vraiment important à souligner parce qu'il permet quand même d'avoir un regard
peut-être pas aussi pacifique que celui de Patrick Landman à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je suis un petit peu plus véhément et un peu plus critique, parce que un peu plus méfiant. Ceci étant, j'ai des raisons pour ça. Elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais moi aussi, je fais des choix. Hein, c'est-à-dire, ce que je suis en train de dire n'est pas plus objectif que ce que pourrait dire un universitaire qui serait là et qui parlerait au nom de la génétique ou au nom de la recherche prétendument scientifique. Mais mon expérience de 40 ans de pratique psychanalytique m'a amené à considérer qu'un certain nombre de choses auxquelles je croyais, du fait de ma propre analyse, ça veut dire quoi ma propre analyse? Ça veut dire qu'en tant que psychanalyste, c'est-à-dire en tant qu'écoutant la souffrance psychique au long cours, tous les jours, pendant des années quelquefois, ça veut dire que je ne me considère pas dans un statut d'extraterritorialité. C'est-à-dire que je ne suis justement pas en position de l'observateur objectif et neutre qui regarde se débattre ce pauvre ou cette pauvre malheureuse dans sa souffrance, mais que je suis moi aussi passé par là, et que j'y passe encore, hein, et que donc je me considère comme quelqu'un qui est affecté de désordre psychique. Et que c'est au nom du fait que je suis affecté de ces désordres psychiques que je peux me permettre d'écouter la souffrance qui n'est pas la même que la mienne, mais qui certainement a un écho dans ce que je fais. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Cette clinique de l'autre, dont je vous parle, qui fait qu'effectivement, on ne peut pas objectiver autrement que statistiquement. Ce qui est important pour moi dans le mot DSM, enfin dans le cycle DSM, c'est statistique. Parce que statistique, ça ne veut pas dire qu'on a vu ce dont on parle. Ça veut dire qu'on a recoupé le fait que ça se reproduisait de façon, ben voilà, à 80%, dans 80% des cas, où la moyenne des gens qui ont tel ou tel comportement peuvent être considérés comme ceci ou comme cela. Cette clinique de l'autre, je vais vous donner un exemple rapidement, de comment dans le travail psychanalytique, je suis amené à en constater la véracité, comment dire, non seulement la véracité, mais la pertinence. Tout à l'heure, Patrick Landman évoquait ces enfants hyperactifs, à propos desquels, vous savez, on a glorifié une pilule, la Ritaline, qu'on distribue comme ça de plus en plus à de plus en plus d'enfants, comme par hasard. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont étiquetés comme étant hyperactifs. Et donc, il y en a de plus en plus qui reçoivent ces médicaments. Et si on a un peu de mauvais esprit, on va dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui rentre dans le laboratoire qui fabrique la Ritaline. Et que plus on fabrique de Ritaline, plus on fabrique d'enfants hyperactifs. Et que tout ça se tient à la main de façon charmante dans un manège tout à fait joyeux. Des enfants hyperactifs, ou classés comme tels, il m'arrive d'en recevoir. Et par exemple, j'en reçois un depuis quelques temps, qui est incapable, même dans mon bureau, de se poser sur une chaise et de faire un dessin. Il est tout le temps, il court d'un bout à l'autre du bureau, il saisit les objets, il les retourne, il les repose, il revient, il s'assoit, il se lève, il se met à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il me demande s'il peut aller aux toilettes. Enfin bon, c'est un festival. Bon. Les parents ne savent plus comment faire avec lui, parce qu'il fait évidemment la même chose à la maison. Et un jour, la mère demande si elle peut, en début de séance, venir me raconter ce qui s'est passé le matin même. Donc, je demande à l'enfant s'il est d'accord pour qu'on écoute sa maman. Il acquiesce, et là, il s'allonge sur le divan, curieusement. Il a 8 ans, hein, quand même. Et il écoute, le pouce dans la bouche et les genoux repliés en position fœtale, ce que sa maman raconte. Et elle raconte la chose suivante. Ce matin, au moment de partir à l'école, le petit, appelons-le Martin, le petit Martin était en train de lire une bande dessinée. Je lui dis de laisser la bande dessinée et de s'habiller parce qu'on va être en retard. Il fait comme s'il n'entendait pas. Je reviens 2 minutes après, je lui redis la même chose. Il fait toujours comme s'il n'entendait pas.
La troisième fois, comme on commençait à être vraiment en retard, dit la maman, je lui arrache la bande dessinée des mains, je la jette et je lui dis maintenant, Martin, tu vas t'habiller. À ce moment-là, me dit-elle, enfin nous dit-elle, puisqu'elle parle aussi en présence de son enfant, il se met très en colère, il m'insulte et il me rentre dedans à coups de poing, puis il s'écroule en larmes et il s'excuse. Bon, je dis à la maman d'aller dans la salle d'attente et je demande à Martin, t'en penses quoi de ce qu'elle a dit là à ta maman? Et il me dit, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est pas vrai que je me suis excusé. C'est un point important, quoi. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as entendu autre chose? Il me dit non. Je lui dis, moi j'ai entendu autre chose. J'ai entendu qu'elle disait que tu voulais lui rentrer dedans. Bien, je vais te le dire, je vous résume la chose, je vais te le dire, c'est pas possible. Tu pourras jamais revenir dans le ventre de ta mère. Et puis je vais ajouter une chose, et je le regarde très sévèrement, je lui dis, et puis je vais te dire un truc de plus. Non seulement c'est pas possible, mais en plus c'est interdit. Interdit. Tu m'entends, Martin? C'est interdit. Et à ce moment-là, à ma grande surprise, il me regarde un peu ému et il me dit, est-ce que je peux aller le dire à maman? Voilà ce que j'appelle la clinique de l'autre. C'est-à-dire que, bien évidemment, lui, il a compris où est-ce que ça se passait à partir de là. Et il m'a fait comprendre qu'il avait compris où ça se passait. Et je pense que dans la plupart des cas auxquels nous avons affaire, et on n'a pas toujours la pureté de ce récit, c'est ça qu'on traque, c'est ça qu'on cherche. Alors vous me direz, oui, mais et si la schizophrénie, c'était quand même chimique? Et si c'était pas qu'une histoire relationnelle? Ben, peut-être. J'en sais strictement rien. C'est possible. Je ne demanderais pas mieux qu'on puisse soigner les gens dont on dit qu'ils sont schizophrènes à coup de médicaments pour qu'ils se sentent mieux dans la vie. Mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont dans un système relationnel qui n'est pas déterminé par quoi que ce soit. Il ne faut pas confondre causalisme et déterminisme. Il y a un causalisme des désordres mentaux, mais il n'y a pas de déterminisme. Personne ne peut dire dans quelles conditions on fabrique, entre guillemets, un schizophrène, mais on peut dire dans l'après-coup, ce qui peut-être a favorisé et qui permettra de dénouer la chose, un état plus ou moins psychotique. Voilà, une dernière chose avant de vous laisser la parole, parce que je crois que c'est important. La question de la norme, la question de la normalité. Alors c'est vrai que c'est très à la mode depuis 4 ans, hein, on a un président normal. Donc la question de la norme, elle est centralement politique, comme vous savez. Hein. Mais pour autant, je reviens au tout début de mon intervention, pour autant, il n'y a pas, il n'existe pas de normes, bien que on ne puisse pas se passer du concept de norme. D'abord parce que sans passer, c'est angoissant. Quand tous ceux qui prétendent se passer de la notion du concept de norme et de normalité créent beaucoup plus d'angoisse qu'ils ne permettent d'en soigner. Mais d'un autre côté, l'adaptation à la norme est aussi une pathologie. Et donc il y a un savant équilibre à trouver, et un équilibre qui ne peut pas être permanent, qui ne peut pas être perpétuel, qui est à remettre constamment en chantier en fonction des événements politiques, en fonction des structures de la société, de leur évolution. Mais en tout cas, sur ce point-là précis, la normalité, c'est de penser que personne n'est normal. Merci, Jean-Pierre. Bien, je crois que l'usage veut qu'ensuite la parole soit donnée au public pour un débat, des questions auprès de nos intervenants qui ont été riches dans leur présentation, justement
questionnements possibles. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question ? Alors c'est toujours un peu... Voilà. Très bien. Bonjour. J'aimerais savoir si les psychiatres ont une obligation de faire une analyse avant d'exercer leur profession. J'ai pas entendu. De faire une analyse personnelle. Patrick Landman, psychiatre. Concernant les psychiatres. Oui, oui. On va laisser notre psychiatre répondre. Absolument pas. Les psychanalystes, bien sûr, mais ceux qui sont psychanalystes, mais on peut exercer le métier de psychiatre sans faire ni une psychothérapie personnelle, ni une psychanalyse. Il y a même des psychiatres qui s'opposent fermement à l'idée de faire une psychothérapie ou d'exercer la psychothérapie. Enfin, en France, je veux dire, c'est assez étendu, que les psychiatres font une analyse ou font une psychothérapie, mais il n'y a pas une obligation pour répondre à votre question. C'est absolument pas une obligation, bien sûr, pour exercer la psychanalyse, mais pour exercer comme psychiatre, ce n'est pas une obligation, ni même pour exercer comme psychologue clinicien, ce n'est pas non plus une obligation. Ça se fait, évidemment, beaucoup le font, mais il y a des pays où la psychanalyse a pratiquement disparu, et il y a beaucoup de psychologues cliniciens, beaucoup de psychiatres qui travaillent et qui ne sont pas du tout en référence avec la psychanalyse, ni théoriquement, ni même n'ont pas fait l'expérience eux-mêmes de la psychanalyse. Donc ma réponse est non, ce n'est pas une obligation. Merci. Une autre question ? Toutes les questions sont autorisées. Un peu plus fort ? Ah oui. Bonjour. Donc, merci déjà pour cette intervention très intéressante. Et ma question s'adresse peut-être plutôt à Monsieur Landman au niveau du DSM. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble effectivement assez critiqué, mais en même temps qui a encore beaucoup d'influence. Moi, j'aurais aimé savoir peut-être votre point de vue sur comment ça va évoluer. Est-ce que, si évidemment vous pouvez pas prévoir ça de manière absolue, mais comment ces critiques, vous pensez qu'elles sont en train de porter aujourd'hui? Est-ce que c'est en train de remettre des choses en question, ou est-ce que ça va continuer à conserver son hégémonie un petit peu, ce DSM? Voilà. Sur le DSM, donc. Alors, le DSM est une création des États-Unis. Et aux États-Unis, comme toujours, ils font des choses et après, ils sont les premiers à les critiquer. Et il y a... mon mouvement Stop DSM est en relation avec énormément de collègues américains qui sont opposés de plus en plus au DSM parce qu'ils voient, je dirais, les effets ravageants. Le DSM est une arme de destruction massive. Une arme de destruction massive de la pensée clinique, une arme de destruction massive. Il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il est totalement, je dirais, à condamner. Il y a une innovation, il y a un esprit qu'on aime bien chez les Américains, je dirais pragmatique, un esprit d'innovation qu'il ne faut pas négliger. Donc, stop DSM, ça ne veut pas dire stop à l'innovation, mais stop aux effets du DSM, qui sont quand même maintenant repérés comme étant... Alors, comment ça va évoluer? Vous savez qu'au moment où le DSM-5 est apparu, il y a ce qu'on appelle le NIMH, c'est-à-dire le National Institute of Mental Health, qui est l'équivalent du CNRS et de l'INSERM aux États-Unis, qui brasse vraiment... depuis que Bill Clinton a décrété la décennie du cerveau, ils ont énormément d'argent, et ont décrété que le DSM ne servait à rien pour la recherche. C'est-à-dire que maintenant, ils essayent de trouver ce qu'ils appellent les RDoC. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils cherchent non plus des comportements observables, mais je dirais des mini-comportements, vraiment des choses extrêmement... Parce qu'ils disent qu'avec les diagnostics du DSM, on n'arrive à rien.
On n'arrivera jamais à prouver que la schizophrénie est génétique, etc. Par contre, des mini-comportements, on pourra prouver qui sont en référence avec tel dysfonctionnement neuronal, avec tel dysfonctionnement biologique, avec tel problème de tel petit morceau de gène, etc. Et c'est probablement qu'ils arriveront. Hein. La science évolue, la science avance, mais c'est plus du tout. Donc le DSM, à mon avis, et va continuer à, je dirais, à envahir la pratique, mais il est déjà considéré comme caduque, je dirais. Alors, à la fois par ceux qui ne veulent plus en entendre parler, qui veulent revenir, je dirais, à une clinique traditionnelle plus sensée, et à la fois par je dirais, ceux qui sont dans une espèce de fuite en avant scientistes, pratiquement, pas tous, hein. Il y a aussi des scientifiques véritables, réductionnistes, mais pas tous, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et ceux-là, ils ont déjà abandonné le DSM, ils s'intéressent qu'aux mini-comportements, aux mini-symptômes, qu'ils arrivent à être comme ça pour essayer de trouver, je dirais, pratiquement le circuit neuronal qui est en jeu dans l'affaire, de façon à pouvoir cibler très précisément soit une réponse comportementaliste, soit une réponse biologique. Donc votre question est très... Et j'espère avoir répondu à votre question. Je voudrais juste ajouter, par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre, qu'il est tout à fait raison. Moi, je dis pas, tu as raison de donner la dimension politique. Moi, je dirais que la plupart des diagnostics psychiatriques, tout à l'heure, j'ai dit que c'était des voies finales, mais ce sont aussi des constructions sociales. Et je pense que ce sont des constructions sociales. Et du coup, évidemment, on a l'idée que non seulement l'éthique, mais la politique rentre en jeu dans ces constructions sociales. Je suis désolé, mais je dirais, la sclérose en plaques, c'est pas une construction sociale. Il y a une physiopathologie de la sclérose en plaques. Bon, la façon dont on traite la sclérose en plaques, la façon dont ça aboutit sur le sujet, les effets que ça c'est un autre problème. Mais par contre, les maladies psychiatriques sont des constructions sociales, effectivement. Moi, je dirais, tu as raison, tout à fait raison. On ne pourrait pas parler d'hystérie, on va parler des hystériques de Charcot. Effectivement. Oui, de même que quand ce n'était pas les médecins qui s'occupaient des désordres mentaux, mais les prêtres, il y avait des sorcières. Bien sûr. Hein, donc c'est les sorcières du Moyen-Âge, de l'époque, de cette époque-là. Aujourd'hui, hein, je sais pas, il y en a peut-être encore dans la salle, mais sinon, on parle plus comme ça. Pourquoi? Parce que le discours qui domine n'est plus le discours religieux, hein, mais le discours dit scientifique. Alors, une question au fond de la salle. Oui, bonsoir. Merci de cet exposé. Par contre, moi, je n'ai pas trop bien suivi par rapport à l'intitulé du sujet. Moi, j'attendais plutôt le fait que vous dites névrose, phobie et tous les mots qui suivent, que désignent ces termes. J'attendais à à des définitions, à une description sémiologique et autres. Alors que je n'ai pas entendu ça, peut-être j'ai mal suivi. Et autre chose, j'aimerais bien avoir un avis par rapport à aussi maintenant à pas mal de troubles entre guillemets mentaux qui sont en train de se développer dans le secteur du travail, avec la souffrance au travail, avec pas mal de nouveautés. Plus tard qu'hier, j'entendais, il y avait Marie Pesé, qui est psychanalyste, qui parlait qui disait qu'il ne croyait pas à burn-out. Le burn-out, déjà, c'est déjà acquis, c'est déjà validé au niveau de la société. Maintenant, là, il y a aussi un autre nouveau, le fait d'être le burn-out. Et puis aussi, sûrement, ça va continuer avec chaque époque. Il y a des créations de nouveaux mots qui aussi, peut-être, ce sont ces mots qui créent plus de souffrance que la souffrance elle-même qui est désignée derrière ces mots. Je ne sais pas trop, j'aimerais bien avoir votre avis. Merci. Jean-Pierre. D'abord, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que on n'a pas tout à fait traité le sujet comme il avait été annoncé. Donc, c'est pas que vous n'avez pas compris, c'est qu'on a été un peu défaillant sur ce point. Mais c'est parce que
enfin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est parce que entrer dans ces définitions-là de ce que c'est que la phobie, ce que c'est que la névrose obsessionnelle, etc., c'est justement donner une certaine consistance dont Patrick a parlé tout à l'heure, et qu'il faut essayer de comprendre en deux étapes. C'est-à-dire, il y a deux étapes dans l'affaire. Il y a une première étape où faire un diagnostic, donc dire la phobie c'est comme ci, c'est comme ça, ou la névrose obsessionnelle c'est comme ci, comme ça, ou les TOC c'est comme ci ou comme ça. Dans un premier temps, c'est vrai, on peut l'observer, le patient qui réclame un diagnostic se sent soulagé. Dans un premier temps. Ça peut durer 24 heures. Et puis, quand il rentre à la maison ou à l'école ou à la fac, et puis qu'il se fait entendre en tant que phobique, en tant qu'il a la phobie administrative, par exemple, il est stigmatisé. Il est stigmatisé, et surtout, à ce moment-là, il doit rentrer dans les cadres. Il doit rentrer dans la définition. Or, personne ne rentre dans la définition. Je veux dire, il n'y a pas de névrosé obsessionnel qui soit exactement comme on décrit un névrosé obsessionnel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de phobie qui ressemble moins à un phobique qu'un autre phobique. Donc les choses sont toujours évidemment beaucoup plus compliquées, et c'est une des raisons pour lesquelles, je dirais, le diagnostic, en fait, et je crois que ça ressort assez bien de ce que disait Patrick, tout autant que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le diagnostic, en fait, c'est un outil pour le thérapeute, pour essayer de penser ce qu'il fait, pour essayer de penser ce qui se passe pour la personne qui souffre et qui vient lui parler de sa souffrance, mais ça n'est pas une objectivité. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui serait un ou une hystérique. C'est une façon de mettre ensemble un certain nombre de signes, d'associer ensemble un certain nombre de signes pour se donner les moyens de penser autant que faire se peut quelque chose, qui serait le diagnostic. Mais le diagnostic, au fond, il ne regarde, à la limite, il ne regarderait que le thérapeute. D'où le fait qu'effectivement, on a un peu du mal à objectiver les choses en rendant compte de cette façon-là. Et deuxième point par rapport à votre question, c'est vrai que les choses évoluent, c'est-à-dire que les phobies, elles sont de plus en plus consistantes. Certaines maladies ont disparu, on le disait tout à l'heure, au profit d'autres qui apparaissent, comme par exemple, il y a encore quelques années, on parlait très facilement de la spasmophilie, par exemple. La spasmophilie, c'était, pour des thérapeutes, c'était l'un des noms de l'hystérie. Mais pour certains médecins, c'était un manque de magnésium, de potassium, de magnésium et de potassium. Enfin bon, bref, ça pouvait se soigner comme ça. Et comme par hasard, ça a un peu disparu. Il y en a de moins en moins des spasmophiles. Peut-être qu'il y a de plus en plus de magnésium, c'est possible. Bon, bref, tout ça veut dire que, effectivement, le discours ambiant nous donne une certaine... un certain vocabulaire, disons, pour parler des choses et pour parler de leur caractère mouvant. Or, encore une fois, si on dénie ce caractère mouvant, on entre alors dans une espèce de fixation. On fige les choses, et on les fige à tel point que, comme aux États-Unis, on peut faire des class actions de phobiques, d'obsessionnels, de gens qui ont des TOC. Et alors, curieusement, je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette observation, curieusement, ce qui a précédé ces groupements par symptômes ou par maladie, c'était, moi j'avais observé ça en allant aux États-Unis, c'était dans les annuaires, le bottin de tous les jours, des psychiatres qui se présentaient comme spécialistes de la phobie, spécialistes de la névrose obsessionnelle, etc. Et donc qui, en quelque sorte, attiraient à eux un regroupement de gens. C'est-à-dire, ils étaient spécialistes de la phobie. Alors, c'était marqué
hein, docteur Dupont, phobie, névrose obsessionnelle, hystérie. Voilà. Donc, alors, tous ceux qui se reconnaissaient dans un de ces trois termes allaient chez le docteur Dupont. Mais il y avait aussi le docteur Durand qui, lui, faisait plutôt dans perversion, schizophrénie, paranoïa. Donc voilà. Et donc, encore une fois, c'était la clinique psychiatrique qui induisait ce qui allait se passer après. Oui, je peux juste, par rapport à cette question, le diagnostic psychiatrique, vous entendez les témoignages des gens, par exemple des parents, qui vous expliquent que j'ai amené mon fils ou ma fille dans un lieu de consultation, je n'ai reçu aucun diagnostic, on m'a rien dit, on nous a interrogé, savoir si on avait désiré l'enfant. On nous a interrogé éventuellement sur nos relations plus ou moins intimes, etc. Et l'enfant continuait à avoir des problèmes. On avait l'impression qu'on était mis en cause. On ne savait pas ce qui se passait, etc., etc. Jusqu'au jour où on est allé à un endroit où on a reçu un diagnostic. Votre enfant a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Et ça nous a soulagés. Ça nous a soulagés. Et il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, tu le disais, le diagnostic, ça dure plus que 24 heures dans certains cas. Le diagnostic a un effet apaisant. Ça met un mot qui semble être scientifique sur la souffrance de l'enfant, et ça déculpabilise. C'est-à-dire que c'est la science peut quelque chose que Lacan appelait l'universel de la science, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une souffrance particulière dont on se sent responsable en tant que parent en particulier, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, universellement reconnu par une désignation. Alors bien sûr, c'est un leurre par certains côtés, mais il faut travailler avec ça, c'est-à-dire qu'il faut effectivement considérer qu'un certain nombre de fois, les gens ont été contents de recevoir un diagnostic. Alors moi, je leur précise les limites de ce diagnostic, en particulier que c'est un diagnostic uniquement repéré sur des comportements, mais je ne balaye pas ça, parce que ça soulage les gens. C'est ce que j'ai appelé un effet placebo du diagnostic. Donc c'est important, en tant que clinicien, à l'heure actuelle, on a affaire à ça, on n'avait pas ça avant, mais on a affaire à ça. Alors il y a évidemment toutes les dérives possibles, mais c'est un point important, donc moi je pense qu'il faut en tenir compte. Et ceux qui se présentent comme experts, dissocier cela, évidemment, ça prête un peu à rire. Mais je pense que la dimension dont je viens de parler est importante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mettre un mot sur la souffrance, même si ce mot est trompeur, si on le prend comme un diagnostic objectif scientifique, mais c'est un mot sur la souffrance et ça peut avoir un effet apaisant. Et à partir de là, on peut éventuellement travailler mieux avec les gens, sinon ils ont l'impression d'être dans une errance ou dans un vagabondage, ou dans une nébuleuse dont ils ne comprennent rien et dont ils ne sortent pas, et surtout qui les culpabilisent ou qui renforcent leur culpabilité. Et en particulier, j'ai toujours dit que ceux qui prescrivaient le méthylphénidate, ce sont les médecins, et les parents qui acceptent que l'on donne de méthylphénidate à leurs enfants ne doivent pas être culpabilisés. Ce sont les médecins qui sont responsables. Moi, quand je je travaille plus à l'hôpital, mais quand je renouvelle une ordonnance de méthylphénidate, c'est moi qui le fais, c'est pas les parents. Même si les parents me le demandent, c'est un autre problème. C'est à moi, c'est un acte médical. Donc, je ne culpabilise jamais personne, même quand c'est à tort qu'on a donné du méthylphénidate à un enfant. Par ailleurs, tu parlais là, le problème, c'est que on ne va pas rentrer dans les détails de l'hyperactivité, mais maintenant, c'est plus le problème de l'hyperkinésie, c'est plus le problème de l'enfant instable. C'est plus l'enfant agité qui tourbillon, etc. C'est le trouble de l'attention. Alors ça, c'est très important parce que du coup, ce changement est fondamental parce que du coup, on a ratissé beaucoup plus large. Et en particulier dans le domaine scolaire, maintenant, tous les enfants qui sont considérés comme non attentifs sont évidemment assez vite étiquetés comme ils sont étiquetés comme TDAH, comme trouble déficitaire d'attention. Ça fait que l'épidémie galope en France. On était raisonnable, on était 1,5-2%. On va très vite arriver à, peut-être pas au chiffre américain que je citais tout à l'heure, mais on va arriver à 6 ou 7% d'enfants qui vont être effectivement étiquetés. C'est-à-dire parce que c'est une construction sociale qui arrange bien des gens.
Ça évite de se poser des tas de problèmes, et en particulier des problèmes pédagogiques, des problèmes éducatifs, des problèmes des enfants maintenant de 2 ans qui sont devant les écrans, enfin des choses qui sont... Donc, il y a une liberté, je ne sais plus qui disait ça, j'ai oublié son nom, il disait liberté pour tous les marchands d'excitants et répression pour ceux qui sont excités. Voilà, en gros. Très juste. Juste une petite nuance par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai remarqué dans les 15 dernières années que la demande de diagnostic émane presque toujours, avec insistance, des parents pour les enfants. C'est-à-dire que c'est finalement assez rare, en tout cas dans mon cabinet, d'avoir affaire à quelqu'un qui, avec insistance, veut un diagnostic le concernant. Mais par contre, c'est systématique d'avoir affaire à des parents qui amènent leur enfant et qui veulent qu'on leur dise votre enfant est atteint de ceci ou de cela. Hein, c'est-à-dire que l'angoisse apaisée des parents, l'angoisse apaisée, c'est celle des parents pour lesquels on a pu dire votre enfant est autiste après avoir passé 8 jours ou 15 jours à l'hôpital de Bray. Quelqu'un a une question? Bonsoir. Je voudrais vous poser une question un peu générale, mais sur l'avenir de la psychiatrie. Plus précisé, enfin, je précise un peu ma pensée. Il y a quand même de moins en moins de psychiatres qui sont aussi psychanalystes. Et du coup, ça a des conséquences sur l'accompagnement des malades mentaux. Enfin, moi, je travaille avec des psychiatres qui me désespèrent. Je suis psychologue clinicienne, j'ai été formée à Paris 7, et c'est des psychiatres d'orientation comportementale, enfin des comportementalistes qui ont une réponse médicale, médicamenteuse de façon systématique. Donc il y a un patient angoissé, la réponse va être un traitement. 2 jours après, ils vont le revoir, il sera de nouveau angoissé, la réponse sera d'augmenter le traitement. Voilà. Et du coup, on arrive... Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas de recherche de sens. Et de façon plus générale, je me rends compte que au niveau sociétal, voilà, mon inquiétude, elle grandit quand je comprends un petit peu ce qui se passe. Et vous êtes... Enfin voilà, vous le dites, vous avez parlé de votre âge tout à l'heure. Enfin voilà, donc vous êtes bientôt, j'imagine, à la retraite. Vous allez passer le relais à qui? Comment vous imaginez après? Et bien sûr, derrière, vous entendez mon désir d'être rassuré. Hein. Ça a un nom. Hein. Je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais justement, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce collectif Top DSM, c'est pour pouvoir lutter contre les dérives et les excès de la psychiatrie biologique et de la psychiatrie biologico-comportementale. Mais moi, je ne suis pas d'avis que seuls les psychanalystes s'intéressent à la souffrance des gens. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont pas d'orientation analytique, qui sont comportementalistes et qui s'intéressent à la souffrance des gens. Ils la prennent autrement, effectivement. Ils ne cherchent pas, je dirais, le sens que, éventuellement, derrière le comportement, qu'un comportement, c'est aussi un message à l'autre, un message aux autres, et qu'ils ne s'intéressent pas à ça, mais ils essayent de réduire la souffrance. Et dans la société, la demande, tu parlais tout à l'heure de l'angoisse des parents, mais elle est aussi réduisez les comportements anormaux de nos enfants. Quand j'ai commencé comme pédopsychiatre, on avait le temps. On avait le temps. Maintenant, on n'a plus le temps. Les gens, très vite, ils veulent des résultats symptomatiques sur le symptôme. Ils veulent des résultats sur le symptôme comportemental en particulier. Donc, la demande a changé et il faut en tenir compte. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont obtus. Une fois que, parfois même, avec des entretiens, des gens qui au départ étaient très axés sur la réduction des comportements, la réduction des symptômes, eh ben, ils ont envie de parler.
Ils ont envie de parler. Et moi, je reçois des gens qui ont été, entre guillemets, traités pendant des années par des gens qui ne les laissaient pas parler. Mais il y a des comportementalistes qui savent que les limites de leur technique et qui m'envoient ou envoient des gens comme moi dont ils savent qu'ils ont une formation d'analyste, qu'ils ont une pratique d'analyse. Donc, l'avenir, j'en sais rien. Moi, j'œuvre pour transmettre quelque chose, à la fois, je dirais, sans me cramponner sur ce que j'ai connu dans les années 70. On n'est plus dans les 70s, on est dans une autre configuration. J'essaye d'adapter en restant sur des positions éthiques quand même, c'est important, mais j'essaye d'adapter à la nouvelle construction sociale, au nouveau... J'en parlais tout à l'heure dans la voiture avec Zoé, hein, et je pense beaucoup à cette phrase de Paul Valéry. On n'est pas obligé d'aimer son époque, mais on est obligé d'essayer de la comprendre. Et je pense que c'est un peu ça que je fais avec la psychiatrie et que nous faisons. Et du coup, l'avenir, je ne sais pas, ça se transmet. Il y a de plus en plus d'internes qui en ont assez des checklists et des réponses standardisées, qui ont envie un peu de s'intéresser à autre chose. Et ça revient, le balancier revient. On est allé trop loin, peut-être dans le tout psychanalytique. Après, on est allé trop loin dans le tout biologique. Et il y a un phénomène comme ça qui revient. Mais bon, je ne sais pas plus que vous. J'ai oublié ma boule de cristal ce matin. Je ne sais pas. Comme disait Freud, non, il disait l'avenir d'une illusion. Je me dis, l'avenir est une illusion. Ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est l'avenir, c'est vous. Prenez les choses en main. Entrez dans une interlocution avec les psys en question, mais de façon regroupée, systématisée. Je veux dire que quand on sent qu'il y a un danger comme ça collectif, c'est collectivement qu'il faut s'associer avec ceux qui pensent à peu de choses près la même chose que vous. Donc c'est pas notre génération de pré-retraités qui va faire les choses. C'est vous. Allez-y, battez-vous. L'avenir, c'est vous. Encore une question? Oui, j'aurais souhaité avoir votre avis, parce qu'au-delà du politique, au-delà du médical, pour vraiment bousculer nos préjugés et porter un regard nouveau sur les personnes qui souffrent de troubles psychiques, en tant que citoyen, au jour le jour, comment voir notre propre peur de la folie, qui fait justement que nos comportements sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Jean-Pierre? Je crois que la peur de la folie, elle est de structure. Elle dépend pas de l'éducation à n'avoir pas peur de la folie, par exemple. C'est un peu comme, toute proportion gardée, c'est un peu comme la peur de la mort. Par contre, le fait d'avoir peur ne donne pas tous les droits, et notamment sur ceux qui sont atteints de troubles et de souffrances psychiques. Et donc, ce qu'il faut, à mon sens, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur les droits dont parlait très bien tout à l'heure Patrick. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des troubles mentaux que pour autant on est censé ne plus pouvoir élever des enfants, à la limite, pourquoi pas, ne plus pouvoir voter, ne plus avoir d'argent, ne pas avoir de compte en banque, etc. Parce que si c'était réellement comme ça, alors il faudrait interdire ça à tout le monde. Ou en tout cas, expliciter quels sont les critères objectifs qui permettent de dire... on connaît des gens qui sont devenus... et qui ont évolué dans des familles a priori et d'un point de vue d'un regard extérieur perturbé, et qui s'en sont trouvés pas plus mal que d'autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de génétique du comportement, il n'y a pas non plus de déterminisme absolu.
peut pas prévoir que dans telle famille dite aujourd'hui dysfonctionnante, hein, ça va perturber les enfants. De même que dans des familles où apparemment ça dysfonctionne pas, ce qui compte, c'est l'apparence, justement. C'est-à-dire que c'est pas parce que la famille n'a pas l'air d'être dysfonctionnante qu'elle ne l'est pas de façon beaucoup plus dramatique, parce que justement, de façon dissimulée. Donc, pour revenir très directement à votre question, je crois que l'être de la folie nous rend fous. C'est-à-dire qu'au contact d'un fou, pour prendre un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, hein, mais qui désigne quand même ce que chacun peut ressentir, chacun est confronté à cette liberté absolument incroyable que peut avoir quelqu'un qui est psychiquement perturbé, et donc il est renvoyé à sa propre absence de liberté, c'est-à-dire aux contraintes qu'il s'est imposées, à son travail de civilisation qui lui a été imposé et qu'il s'est imposé, et dont il mesure la fragilité. C'est-à-dire que la folie de l'autre vous renvoie à tout ce que vous faites pour échapper à votre propre folie. Et vous avez bien raison de vouloir échapper à votre folie. Hein, mais il faut rien exagérer non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se lâcher un peu, quoi. Hein, mais le fou est quelqu'un celui qui est atteint de troubles prétendument associés à la folie, vous fait de vous un être beaucoup moins sûr de ce qu'il est, et notamment pas si sûr que ça de ne pas être fondamentalement fou. D'autant que chacun d'entre nous a fait l'expérience du fait que tout peut se passer très très bien jusqu'à 17-18 ans. Hein, on croit qu'on est, comme on dit, normal. Et puis, paf, à 18 ans, tout d'un coup, on se met à délirer. Et on est épinglé immédiatement comme schizophrène. Mais ça peut être à 30 ans, ça peut être à 40 ans, ça peut être à l'occasion d'une perte, d'un deuil, etc. Donc, il n'y a pas de réponse miraculeuse à votre question. Hein. Il y a juste à s'ajuster, c'est le cas de dire puisque je dis juste, mais il y a à s'ajuster au fait que la folie, c'est pas seulement du côté de l'autre. Et donc, à partir de là, on peut être apaisé dans le rapport à la folie. Maintenant, la société elle-même a tendance à partager, hein, entre ceux qui sont fous et ceux qui ne le sont pas, et à élever des murs. Oui, je voudrais juste une chose par rapport à ce qu'il y a, c'est que si on en croit les psychanalystes, je pense que tu seras d'accord avec moi, nous sommes tous d'anciens pervers polymorphes et tous d'anciens psychotiques, si on y croit à la théorie de Mélanie Klein. Donc on sait très bien qu'on sait probablement qu'on garde quand même la mémoire, qu'on a quand même été un peu fou dans l'enfance. C'est pas la même folie, mais qu'on a eu quand même des débordements ou des tentatives de débordement que l'éducation, effectivement, a tenté à juste titre de canaliser. Donc on a toujours peur que ça revienne quand même. Et quand on voit quelqu'un qui s'autorise finalement à faire revenir ça, on est un peu angoissé parce qu'on se dit, bon, il faut qu'il y ait une différence avec moi. Est-ce que ça va pas lâcher aussi chez moi ou dans mon entourage? Je pense que c'est aussi ça. Effectivement, c'est pas que chez l'autre, dans le sens où, effectivement, soi-même, on a quand même été... on s'est développé. Je veux dire, la normalité du développement, c'est d'avoir été fou, d'une certaine façon. Très bien. Je crois qu'on va en rester là. Et vous remercie vraiment beaucoup de ces magnifiques propositions pour réfléchir ensemble sur la folie.